Allez, c'est parti. Ben, on va commencer, hein, on va pas attendre plus. Donc bah, déjà, bonjour à tous ceux qui sont là. Merci d'être venus pour notre premier webinaire. Donc le premier webinaire qui va parler d'intelligence artificielle, le sujet brûlant du moment. Et pour ce premier événement, je serai accompagné de Morgane Godard, Bonjour tout le monde. que je laisserai se présenter ensuite. Donc pour ma part, je suis Rémi Carbone, donc CTO de DA Studio, donc un studio de développement qui propose de développer des solutions pour les startups et qui bosse aussi beaucoup sur de l'intelligence artificielle. On développe plein de choses en ce moment sur l'intelligence artificielle. On aura sûrement l'occasion de reparler de ces sujets et de montrer un petit peu sur quoi on travaille en ce moment dans de prochains talks. Et aussi fondateur d'Inoasis, donc un espace de coworking pas loin de Marseille, qui a pour but de devenir la prochaine plateforme de la tech de la région sud. Donc ça pareil, on pourra en discuter prochainement. Donc bah Morgane, vas-y, je te laisse te présenter, puis après tu pourras démarrer ta présentation. Bonjour tout le monde. Où je vais plutôt prendre un peu à contre-pied, justement, je vais commencer un petit peu par la présentation et vous parler un peu du talk du jour et je vous parlerai un petit peu de moi et de mon parcours un petit peu plus loin parce que ça amène à tout le sujet d'aujourd'hui, justement. Alors, je vais vous partager l'écran. Tac. Alors, le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est donc faire carrière dans l'IA. Fiche de route pour une transition réussie. Pourquoi je parle d'une transition réussie? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent, dans l'IA, pas directement. C'est-à-dire qu'ils ont un autre métier, ils veulent faire une reconversion et ils choisissent de se lancer dans l'IA. Alors ça commence de plus en plus à venir comme étant une formation, continue, une formation initiale d'aller dans l'IA. Mais, il y a encore énormément de gens qui choisissent de changer de direction et donc de se lancer dans l'IA pour diverses raisons. Tout le sujet du webinaire aujourd'hui. Alors, comment va s'organiser le webinaire? Alors là, il y aura 5-6 points, d'accord? Donc le premier point qui parlera de tout ce qui est introduction, je vais me présenter, le pourquoi du comment. Ensuite, j'évoquerai les compétences qui sont fondamentales selon moi pour travailler dans l'IA. On parlera des parcours éducatifs, des différentes formations qui peuvent exister, les avantages et les défauts des différents types de formations. Ensuite, je vous donnerai quelques conseils pour entrer dans le domaine de l'IA, c'est-à-dire vraiment comment un petit peu se démarquer et réussir à trouver un emploi. C'est le but et du coup d'en vivre, hein. Et on finira par parler des tendances et de l'avenir de l'IA. Ensuite, on aura un temps de questions et réponses. Alors, avant toute chose, j'aimerais, faire un point sur la définition de l'IA. Vous allez voir, que c'est donc de l'intelligence artificielle. En fait, c'est, un point qui est capital selon moi, parce qu'on a tendance à aller un petit peu trop vite, tout le monde, même les gens un petit peu plus expérimentés, parce qu'on a tendance à associer l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning, d'accord? L'apprentissage profond, donc les modèles les plus complexes, qui sont certes très performants, mais qui ont aussi beaucoup de défauts, d'accord? C'est-à-dire qu'ils demandent énormément de mémoire, énormément de connaissances et énormément de données pour être efficaces. Sachez que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est la faculté qu'a la machine d'apprendre, entre guillemets, d'accord? Parce qu'elle n'apprend pas vraiment. Donc, si vous mettez en place des règles de décision, par exemple, tel événement arrive, si tel événement arrive, fais ça, et que vous l'intégrez en dur dans une machine, ça, c'est de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle simple, certes, mais de l'intelligence artificielle quand même. Et ensuite, donc si on descend sur une strate un petit peu plus compliquée, un petit peu plus, aboutie, on va parler de machine learning. Donc là où on va, travailler sur des algorithmes mathématiques pour permettre à la machine d'apprendre et donc au sein du machine learning, il y a ce que j'ai évoqué au début, le deep learning. Donc là, c'est les modèles à l'heure actuelle de reconnaissance d'images, les IA génératives et tout ça, c'est du deep learning. D'accord? Mais il y a une grosse erreur qui est faite aujourd'hui d'associer l'IA avec le deep learning. D'accord? J'aurai l'occasion de revenir dessus un petit peu plus loin.
Alors, pour ce qui est des différents métiers liés à l'IA, ici j'en ai listé 4. Alors, il en existe aujourd'hui une multitude, d'accord, de métiers qui sont liés à l'IA. Là, j'évoque que les métiers qui, selon moi, sont liés au fait de mettre un petit peu la main dans le cambouis, de vraiment travailler avec l'IA, travailler l'IA, adapter l'IA, d'accord? Donc, il y a d'un côté le data engineer, le data analyst, le data scientist et le MLOps. Le data engineer, lui, c'est celui qui va s'occuper, celui ou celle qui vont s'occuper des bases de données. D'accord? C'est un rôle qui est capital aujourd'hui parce que, comme vous le savez très bien, j'ai pas besoin de donner d'exemple, mais on a une quantité astronomique de bases de données aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Et il existe le data engineer a donc un rôle capital qui va être d'ordonner la base de données afin que d'autres métiers, d'autres projets puissent se greffer sur cette base de données et donc exploiter les données. Ensuite, on va avoir le data analyst, donc là, j'ai mis que c'était un peu le détective. Le but du data analyst, ça va être de convertir les données brutes, d'accord? Donc les valeurs numériques, par exemple, en histoire compréhensible. Le rôle initial du data analyst, ça va être surtout de faire des graphiques, de représenter des tendances, des groupes, voilà, sans vraiment, chercher à pousser de trop l'IA, d'accord? Ensuite, on va voir le data scientist. Le data scientist, c'est lui qui va véritablement développer des IA, d'accord? Développer des algorithmes de prédiction, d'apprentissage et tout ça. Normalement, non, et je dis bien normalement, c'est le rôle du data scientist, d'accord? Donc lui, il va combiner compétences en statistique, programmation et connaissances métiers pour créer les IA les plus adaptées au projet. Et en bout de on va dire en bout de chaîne, ce qui s'est beaucoup développé, sur les 2, 3 dernières années, ce sont ce qu'on appelle les MLOps. Donc ça existe déjà dans le développement web avec les DevOps. Ce sont ceux qui vont, transformer les modèles d'IA créés par les data scientists en applications exploitables. D'accord? Donc ils vont s'assurer que les modèles d'IA sont non seulement bien conçus, mais aussi bien intégrés, maintenus et évolutifs. D'accord? C'est aujourd'hui un rôle capital dans le monde de l'IA. Sachant que là, j'ai lu, ce matin même que, depuis que Gabriel Attal a été élu, enfin a été mis en tant que Premier ministre, le métier DevOps est aujourd'hui officiellement reconnu par la justice. Voilà, sachez-le. Donc il existe un vrai statut de DevOps MLOps aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, tout ça évidemment, tous ces métiers-là ne sont pas fermés. Il arrive très, très fréquemment que, on demande à un data analyst de savoir gérer un peu la base de données et de créer des IA, comme on demande très souvent à un data scientist de savoir faire du MLOps, mais également d'extraire les bases de données. D'accord? Ce sont pas des métiers très, très cloisonnés. Pour ce qui est du data engineer et du MLOps, ça commence à l'être de plus en plus parce que c'est vraiment des tâches très spécifiques et très complexes. Donc aujourd'hui, on va chercher énormément à recruter des data engineers et des MLOps très, très, très spécialisés. D'accord? Parce que c'est des connaissances techniques poussées et très spécifiques en fonction des projets et des attentes. Voilà pour les différents métiers de l'IA. Alors, je vais continuer en faisant un petit disclaimer concernant un petit peu ce webinaire, d'accord? Et en évoquant un petit peu la notion de réussite dans l'IA, d'accord? Ce webinaire a pour but de vous faire partager mon expérience, d'accord? Ce que j'ai vécu lorsque j'ai voulu, vivre de l'IA, devenir data scientist. Voilà, donc peut-être que des gens auront vécu d'autres choses, peut-être que l'expérience qu'ils auront eue sera différente, ils n'auront pas le même point de vue que moi sur certains aspects. Mais voilà, sachez que c'est mon expérience qui est propre, elle est mes avis sont critiquables, mais sachez que c'est mon point de vue et que j'essaie de vous le partager aujourd'hui. La notion de réussite est propre à chacun, mais j'essaie ici de vous donner les clés pour vous permettre de vivre d'un métier qui est souvent un métier passion, d'accord? Parce qu'on nous dit souvent, bah, vous êtes des geeks. C'est vrai parce que bah, on aime ça. Il faut aimer programmer, il faut aimer l'IA, il faut s'y intéresser et tout. Et donc là, je vais essayer de vous donner quelques clés pour vous permettre de vivre de son métier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous espérez que je vous donne des astuces pour gagner 10 000 € par mois, sachez que vous n'êtes pas au bon endroit. D'accord? Et encore moins, comme vous pouvez le voir sur LinkedIn, 10 000 € par mois en ne travaillant que 2 jours par semaine.
Sachez que personne ne gagne 10 000 € par mois en ne travaillant que 2 jours par semaine, même dans l'IA, contrairement à ce qu'on vous vend. Bon, par contre, si vous connaissez quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois en ne travaillant que 2 jours par semaine et que cette personne recrute, bah, vous trouverez mon CV en fin de présentation. Alors, petite présentation justement. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu de DaStudio. Alors, DaStudio, c'est un studio d'accompagnement tech pour les entreprises, d'accord? Donc, on travaille sur des projets liés à la tech, que ce soit en web, en IA. On accompagne également les entreprises sur leurs demandes de financement et subventions. Et là, on est également en attente de validation de la certification Calliope pour devenir officiellement centre de formation agréé. Donc, afin de permettre aux gens d'utiliser leur CPF et leurs OPCO pour suivre nos formations. Alors, du coup, pour me présenter, enfin, donc je m'appelle Morgan Godard, je suis donc data scientist et directeur du centre de formation pour DAS Studio. Ça fait maintenant 2 ans, 3 ans presque que je suis data scientist dans le secteur privé. Pourquoi je précise dans le privé? Parce qu'initialement, j'ai fait un doctorat en sciences, d'accord, en spécialité océanographie. Alors là, vous vous dites certainement: «Hein, quoi? Attends, il nous va nous parler de d'IA, comment réussir dans l'IA? Il a fait une thèse en océanographie où, il semblerait qu'il capturait des éléphants de mer. Qu'est-ce qui va pas?» Et bien, sachez qu'en fait, dans le cadre de ma thèse, je travaillais sur les données qui étaient récoltées, grâce aux éléphants de mer, donc grâce aux balises qui sont posées sur leur tête, comme vous pouvez le voir là. Et mon but, entre autres, en dehors de les capturer, était aussi de développer des méthodes, d'intelligence artificielle afin de traiter ces données, de faire des prédictions de comportement. Voilà, donc en fait, nous, dans le secteur de la recherche, on n'appelle pas ça de l'intelligence artificielle, on appelle ça des statistiques et de la programmation. Mais voilà, j'ai fait 5 ans de thèse sur de l'intelligence artificielle appliquée sur les mammifères marins en Antarctique. Voilà. Suite à cette thèse, donc j'ai soutenu ma thèse en mars. Déjà vers la fin de la thèse, je savais que je voulais pas continuer dans la recherche et à partir de mars, quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai voulu me lancer dans le privé et me devenir data scientist, d'accord? J'avais commencé à chercher certains postes dès janvier, pendant que je rédigeais mon manuscrit, je finissais de rédiger mon manuscrit, mais j'ai vraiment, fait les vraies recherches, les vraies démarches de recherche d'emploi à partir de mars. Et ça a été la douche froide, tout simplement parce que, je n'ai signé mon premier contrat qu'en septembre et de mars à septembre, j'ai essuyé une quantité de refus, astronomiques. C'est-à-dire que je suis sorti en mars de ma soutenance de thèse, la fleur au fusil, en ayant étudié un petit peu en quoi consistait le travail de data scientist. J'avais compris qu'il fallait, faire de la programmation, ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, qu'il fallait maîtriser des outils statistiques, ce que j'avais fait dans le cadre de ma thèse. Hem et du coup, je me disais: «Bon, bah, normalement, ça devrait être relativement simple, de trouver un emploi». J'ai été très, très naïf, vraiment, ça a été la douche froide. Pendant plusieurs mois, j'ai essuyé de nombreux refus, j'ai passé beaucoup d'entretiens. Pourquoi aujourd'hui avec le recul? Eh bien, je pense que je manquais d'expérience, vis-à-vis du monde de l'entreprise. Très important, j'aurai l'occasion d'y revenir, je n'utilisais pas les bons termes. Comme je vous l'ai dit, nous on parle dans le milieu de la recherche, nous on parle de programmation et de statistique, donc avec les termes qui y sont associés, on ne parle pas de machine learning, d'intelligence artificielle et tout ça. Donc lorsque j'avais des entretiens avec des RH, eh ben, je ne cochais pas les cases, lors des entretiens, d'accord? Ensuite, en plus de ça, bah, ça s'est en plus aggravé avec le temps, manque de confiance en moi, manque de confiance en mes capacités, donc je ne savais pas de me vendre. Je manquais de confiance, de certitude quant à mes compétences et ensuite, je manquais cruellement de compétences périphériques. Qu'est-ce que j'appelle les compétences périphériques? Eh bien, ça va être toutes les connaissances
en dehors de l'IA. Ça va être la connaissance de comment se déroule un projet, comment, développer en équipe, c'est-à-dire comment utiliser Git, des choses comme ça, comment, la connaissance de d'autres langages comme, par exemple, du SQL pour savoir un petit peu gérer des bases de données et tout ça. Tout ça, c'était des connaissances qui me manquaient et c'est pour ça que, j'ai vraiment eu du mal à trouver un 1er contrat ou un poste. Une solution qui a été, très, très efficace pour moi, ça a été de suivre une formation en data science. Donc, j'ai commencé en juillet au sein du wagon. Alors, je ne m'attendais pas, je ne faisais pas cette formation vraiment pour apprendre des choses supplémentaires, mais plus pour valider mes acquis. Et en fait, il s'avère que j'ai appris énormément de choses sur le milieu de l'entreprise, notamment sur comment se vendre, comment rédiger un CV, efficacement, justement en côtoyant, les gens autour de moi qui suivaient cette formation. J'ai appris à utiliser du SQL, à travailler sur GitHub, des choses comme ça, des choses que je ne maîtrisais pas, du tout et en sortie de cette formation, j'ai, en plus de ça, choisi de monter mon auto-entreprise dans un premier temps et ce qui m'a permis de signer mon premier contrat en septembre. Voilà, pour mon parcours post-thèse. Alors, comme vous, voyez là aujourd'hui, j'ai vraiment fait en réalité, ce que je pensais que la transition allait être plus légère que ça, mais en réalité j'ai fait une vraie transition d'un point de vue personnel et sur ma démarche et sur ma manière d'approcher le milieu de l'entreprise et donc c'est, aujourd'hui le pour ça qu'il y a ce webinaire pour vous donner, pour vous partager un peu mon expérience vis-à-vis de ça et du coup vous donner quelques clés afin que vous ne restiez pas comme moi des mois à, chercher un emploi. Surtout que, eh bien, au bout d'un moment, on commence vraiment un petit peu à déprimer, à se dire: «Bah, au final, si ça se trouve, je me suis complètement planté, l'IA, c'est impossible», enfin voilà, tout ça. Alors justement, on va parler un petit peu des compétences fondamentales, selon moi, pour, réussir, dans l'IA. Alors, sachez que, je j'ai tout rassemblé en 4 grands axes de compétences, que sont les mathématiques, la programmation, les compétences analytiques et quelques autres compétences, d'accord? Selon moi, il y a encore quelques années, on demandait, d'avoir des connaissances en mathématiques et en programmation de manière un petit peu équilibrée. Aujourd'hui, il est vrai qu'on tendrait plus vers, des profils où on demande d'avoir plus de connaissances en programmation et un petit peu moins en mathématiques. Notamment avec tous les outils qui sont développés aujourd'hui et qui nous accompagnent pour, compenser, des connaissances un petit peu plus faibles en mathématiques. Ensuite, c'est important selon moi d'avoir des compétences analytiques, qui sont, d'avoir par exemple une pensée critique et une faculté à résoudre des problèmes. D'accord? Parce que c'est également ce qui est attendu. Lorsque, une entreprise recrute un data scientist, recrute un data analyst ou un MLOps, on s'attend à ce que vous ayez une approche aussi de conseil, de critique, que vous soyez capable d'apporter des solutions aux divers problèmes liés à l'IA lorsque vous intégrez, une entreprise ou même lorsque vous êtes auto-entrepreneur et que vous travaillez comme sous-traitant, c'est les attentes qu'on a, vis-à-vis d'un ou d'une auto-entrepreneuse, d'accord? Et les autres compétences, eh bien, aujourd'hui, c'est capital de savoir s'adapter et de gérer des projets, évidemment, mais surtout de communiquer. Je vais y revenir, mais c'est très, très, très important de communiquer sur vos compétences et ça ne passe pas que par LinkedIn ou par les réseaux sociaux, vous allez le voir. Pour ce qui est des parcours éducatifs un petit peu qui peuvent vous aider à, intégrer le domaine, de l'IA, donc j'ai rassemblé ça en 3 pôles. Le premier pôle, ça va être les diplômes universitaires qui sont de plus en plus fréquents aujourd'hui, notamment les diplômes en data science. Il y a des vrais diplômes qui se développent dans les masters, notamment en master ou en licence, de diplômes de data science ou d'intelligence artificielle, très, 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 spécialisés et très, très, très intéressants. Mais il va y avoir également les diplômes en maths appliquées, maths info ou programmation au sens large. Aujourd'hui, dans les cursus programmation, il y a de plus en plus d'intégration, liée à l'IA. D'accord? Parce que il y a énormément de demandes, énormément de recrutement. Donc aujourd'hui, les licences et les masters tendent à proposer ces spécificités.
Alors, l'avantage de ces formations, c'est que, bah, du coup, les diplômes sont de plus en plus nombreux. En général, la formation va être poussée et précise, d'accord? Parce que c'est un cursus sur plusieurs années, hein. Si vous faites un master, c'est, un bac+5 quand même, hein. Donc, vous allez obtenir des compétences et des connaissances très, très, très poussées dans le domaine, et vous allez avoir accès à toutes les compétences, théoriques nécessaires pour réussir dans l'IA. Que vous vous spécialisez dans le data engineering ou dans la data science, normalement, de ce côté-là, vous allez avoir un gros, gros bagage. Par contre, il y a des défauts que je trouve, moi, conséquents quand même, c'est que c'est un parcours étudiant, donc ça demande pour ceux qui veulent se reconvertir, c'est pas évident de se relancer dans un master, donc de repartir de zéro, de reprendre 5 années, sur les bancs de l'école et tout ça. Il y a parfois, j'ai même envie de dire souvent, un manque de connexion avec le monde professionnel. C'est très compliqué de créer des relations entre, le milieu universitaire et le milieu professionnel. Donc à part, quelques stages ou si vous arrivez à le faire en alternance, c'est compliqué de comprendre comment, évolue l'environnement professionnel et donc de s'y adapter. Et on peut parfois avoir tendance à trop se laisser porter. Comme on est accompagné, comme on a des cours à suivre, on est sur les bancs de l'école et tout ça, on va, avoir tendance parfois à trop se laisser porter et à laisser de côté quelque chose de capital qui va être l'auto-formation ou la formation personnelle continue. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Pour ce qui est ensuite, il va y avoir les centres de formation. Alors là, ça se dirige plus c'est plus intéressant pour les gens qui veulent changer de métier, qui veulent se reconvertir, qui veulent évoluer, qui veulent gagner en compétences. Donc, pour ce qui est des centres de formation, les plus connus, il y a Le Wagon, Open Classroom, Coursera. D'ici quelques semaines, si tout va bien, vous pourrez rajouter Daz Studio, à cette liste. Heu mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, c'est plus accessible en termes de temps. C'est que on va proposer des formations soit de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois. Donc ce qui est moins compliqué lorsqu'on fait une reconversion, d'accord? Parce que, si on se retrouve que quelques jours, on peut s'arranger avec notre employeur pour qu'il nous libère ces jours-là pour qu'on se forme. Si on fait sur quelques mois, bon, on peut avec tout ce qui existe aujourd'hui en termes d'accompagnement et d'aide à la reconversion, on peut, accéder facilement à ces formations. Les formations sont souvent accélérées, hein, parce que du coup, au lieu de faire un bac+5, on le fait sur quelques jours, quelques mois, mais ces formations peuvent, être de qualité, d'accord? L'accompagnement peut être très présent et donc comme je vous disais, c'est très utile pour les reconversions. Pour ce qui est des défauts, ça peut être, cher parfois, ça coûte, plusieurs milliers d'euros, mais aujourd'hui avec les OPCO, les CPF, les aides, régionales et tout ça, on peut avoir un bel accompagnement financier qui réduit fortement ces coûts. Alors, ça arrive souvent que ces formations soient survendues également. Ça, c'est un aspect auquel j'ai été confronté, notamment, dans le cadre de la formation du wagon qui vous dit: «Bon, derrière, vous avez un taux de recrutement de 98 et en moyenne, ceux qui sortent de notre formation gagnent 7 000 € par mois et tout». Bon, on s'aperçoit que la réalité est tout autre, hein. C'est très, très compliqué. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, en réalité, en sortie. Cette réalité-là était vraie il y a 4, 5 ans, mais aujourd'hui est très différente. Il y a une demande de fort investissement personnel pour se démarquer, d'accord? Donc, pour que ce soit pour suivre les cours, par exemple, si on fait une formation en ligne, pour suivre les cours, ça demande beaucoup de motivation et d'investissement personnel, plus que dans le cas d'une formation étudiante et ça demande des compétences initiales tout de même assez fortes pour se démarquer. Si quelqu'un a, une formation initiale en mathématiques et il leur manque juste, la programmation pour devenir, data scientist ou data analyst, eh bien, ce sera beaucoup plus simple que quelqu'un qui, sort de la restauration, par exemple. Mais, l'un n'empêche, enfin, c'est pas une vérité absolue. J'ai un très bon ami qui sort de la restauration et qui aujourd'hui est un data scientist, plus que compétent. Et ensuite, le dernier point, la formation en continu ou l'auto-formation en continu, d'accord? Pour moi, c'est la vraie manière de se démarquer. Je pense qu'initialement, il faut faire une formation accompagnée, que ce soit dans le cas d'un centre de formation ou universitaire. Mais la seule manière de se démarquer, c'est de se former en continu, de se renseigner sur ce qui se fait, de lire des articles, de tester, de prendre des bases de données, de faire des choses, de participer à des concours comme sur Kaggle, des choses comme ça.
Pour moi, c'est vraiment la seule manière de se démarquer, ça va être la formation en continu ou l'auto-formation. Pour ce qui est de l'entrée dans le domaine de l'IA, ensuite, je vais vous donner quelques clés pour vous permettre d'accéder, au domaine de l'IA. Alors, j'ai rassemblé ça en 4 points. Le 1er point, intéressant, ce sont les stages et les alternances, d'accord? C'est très formateur, ça permet de travailler en conditions réelles, mais c'est important de bien choisir son centre de forma enfin son lieu de stage ou d'alternance, d'accord? Parce que très souvent, on s'aperçoit qu'avec les aides qu'il y a, en général, les alternances, ça coûte pas grand-chose et il y a beaucoup d'entreprises qui en profitent pour avoir des larbins, en fait, pour parler, honnêtement et du coup, leur faire un travail qui est totalement inintéressant d'un point de vue de l'IA mais leur donner des tâches que les data scientists ou data analysts ou autres sont trop payés pour faire ces tâches-là. Et ben, on va demander aux alternants de le faire, ce qui est un petit peu problématique. Donc là, c'est important de bien se renseigner sur l'entreprise que vous voulez intégrer, mais c'est un facteur qui peut être très démarquant, d'accord? D'avoir fait un bon stage, une bonne alternance dans une bonne entreprise, ça peut vraiment changer votre profil. Ensuite, il y a les projets personnels. Alors ça, c'est quand on débute dans l'IA, on a tendance vraiment à le sous-estimer. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus valorisé qu'on ne le pense. Alors que ce soit sur un Git, si on fait un Git, on fait des repos publics et on montre qu'on a travaillé sur un projet, quels ont été les résultats obtenus, est-ce que c'est bien organisé et tout. Ça permet aux recruteurs de se rendre compte un peu du profil de la personne. Et donc, bon, bah, c'est bien organisé, c'est propre, c'est correct. Bon, bah, je pense que c'est quelqu'un de carré, voilà. De même, participer au concours Kaggle. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Kaggle ici, mais Kaggle, c'est la référence de la data science en ligne qui met à disposition des concours rémunérés, si vous êtes bien classé, sur des bases de données définies avec des attentes définies. Et un bon classement sur un concours Kaggle est très, 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 très valorisé aujourd'hui dans le milieu de l'entreprise. Alors, c'est d'autant plus valorisé dans le milieu américain, mais en France, ça commence vraiment à l'être. Ensuite, pour vous démarquer, le réseau, c'est capital d'avoir un bon réseau. Donc, c'est capital d'être actif, sur LinkedIn, de participer à des événements, que ce soit en présentiel ou à distance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire sans. D'accord? Comme, pour le Git, un LinkedIn qui est propre, qui est clair, qui est carré, où vous mettez vos objectifs, vous parlez bien, enfin voilà, je ne parle pas de vraiment devenir influenceur ou influenceuse LinkedIn, mais juste montrer que votre LinkedIn est propre, c'est très, 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 très vendeur aujourd'hui. Et ensuite, pour vous démarquer dans l'IA, et là, ça a été le principal point d'accroche pour moi, le principal problème que j'avais, ce sont les entretiens. Comment se démarquer lors des entretiens? Eh bien, le conseil que je peux vous donner, parce qu'il faudrait faire un webinaire entier sur les entretiens, c'est montrer que l'on sait, mais pas trop. D'accord? Dites-vous que les premiers entretiens, si vous le faites avec des RH, c'est que les 1ers RH que vous allez rencontrer, parce que vous allez rencontrer plusieurs successivement, ne connaissent rien à votre secteur d'activité. En général, on leur donne une feuille et la personne qui vous fait l'entretien doit cocher est-ce que vous avez les compétences ou pas pour passer à l'étape supérieure. D'accord? Très, très, très souvent, c'est le cas. Moi, j'ai eu l'expérience avec Capgemini, par exemple, où ça se passait exactement comme ça. Donc si vous rentrez trop dans des termes techniques, des choses comme ça, c'est en réalité, c'est éliminatoire, plus qu'autre chose. Le but, c'est d'utiliser les bons termes, donc les termes associés à l'IA, machine learning, IA, IA générative, TensorFlow, Python, R, enfin voilà, et de se limiter à ça, et ensuite d'amener les détails techniques lors de votre entretien vraiment technique. Et surtout, montrer, être confiant sur vos compétences. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, et donc là, c'est une citation d'un grand sage qui va vous dire: «Lancez-vous». N'ayez pas peur de monter votre auto-entreprise, par exemple, d'accord? Ça ne coûte rien et ça peut être très intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, ou de groupes qui sous-traitent les tâches liées à l'IA. N'ayez pas peur de créer votre auto-entreprise, d'accord? Et d'intégrer un projet. Si vous intégrez un projet en auto-entreprise, vous ne serez pas seul, d'accord? Heu moi, j'avais peur de le faire, vraiment. Je me disais: «Non, mais c'est pas possible, j'ai jamais travaillé seul et comment on va faire?» Et au final, c'est ce qui m'a débloqué parce que c'est grâce à l'auto-entreprise que j'ai pu obtenir des contrats. Et suite à ça, devenir salarié, c'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu salarié d'Astudio. Initialement, j'étais auto-entrepreneur, j'étais sous-traitant comment je travaillais pour DAStudio, d'accord?
en tant qu'auto-entrepreneur. Et après, ils m'ont proposé un contrat. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer. Et je vais finir donc sur le dernier point, sur les tendances et à venir, concernant l'IA, parce que c'est très important. Comme vous le savez, vous devez apprendre plein de choses vis-à-vis de ça. Je vais faire un point très rapide sur les secteurs très émergents, toujours émergents de l'IA qui le sont depuis des années, mais qui continuent de l'être, que sont la santé, la finance et un qui est un petit peu plus récent, l'énergie et l'environnement. Si vous cherchez, à, travailler dans l'IA, sachez que ces 3 secteurs d'activité recrutent énormément. Il y a aussi énormément de subventions, pour la santé, l'énergie, l'environnement, il y a énormément de subventions. Pour les finances, moins, mais les finances, c'est un cas à part entière parce que c'est un secteur où il y a tellement d'argent qu'il n'y a pas besoin tant de subventions. Sachez que, par exemple, dans les finances, les banques et assurances recrutent énormément de gens qui travaillent dans l'IA. Et voilà. Et pour ce qui est de la santé, donc c'est plus côté laboratoire et énergie environnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, de startups qui se montent concernant l'optimisation de la consommation d'énergie, le suivi des règles environnementales, les surveillances et tout ça. Donc c'est très intéressant et surtout pour les passionnés qui voudraient travailler dans l'IA et avoir un impact un petit peu sur le monde, on va dire, vous pouvez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides, dans ce domaine-là. Et enfin, on finira là-dessus, quid des IA génératives? Alors aujourd'hui, il y a une quantité d'IA génératives, j'en ai listé quelques-unes ici avec, Mistral, Midjourney, Llama de Meta, ChatGPT, DALL-E, Gemini de Google et Claude. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est un réel danger ou pas pour les gens qui souhaitent se lancer dans l'IA? Eh bien, je vais dire oui et non. Oui pour les moins expérimentés, oui pour ceux qui ne prennent pas le virage, qui ne veulent pas, s'adapter et se mettre à l'IA générative, d'accord? Donc oui, mais mais selon moi, ça a eu plusieurs avantages. Déjà, c'est un excellent filtre de compétences réelles. C'est-à-dire que pendant des années, il y a eu une longue période d'abus dans le développement de l'IA. Qu'est-ce que j'entends comme, abus dans le développement de l'IA? C'est qu'il y avait tellement d'argent, tellement de demandes concernant l'IA, il y avait plein de développeurs IA avec des compétences un petit peu limitées, qui se survendaient et qui arrivaient à avoir des contrats, qui faisaient n'importe quoi. Ce qui fait que, il y a depuis, enfin il y a 1 ou 2 ans, les entreprises étaient très réfractaires à recruter des data scientists aujourd'hui, enfin de plus en plus parce qu'il y a eu de l'abus, d'accord? Il y en a qui ont profité des subventions, enfin de tout l'argent qui pleuvait dans l'IA. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a plein de petites tâches concernant l'IA qui peuvent être faites par ces outils-là, et ben, ça filtre les compétences réelles. Parce que quelqu'un qui a de vraies compétences en IA n'aura pas de soucis pour s'adapter. Il ne sera pas en concurrence avec ces outils-là. Ça présente également un autre avantage, c'est que ça développe des nouvelles opportunités. D'accord? C'est que ça permet aujourd'hui à certaines entreprises, notamment les plus petites, d'accéder à l'IA, d'intégrer des outils d'intelligence artificielle au sein de leur structure pour des coûts réduits et donc de créer des contrats. Aujourd'hui, l'essentiel des contrats qu'on a à l'heure actuelle sont liés aux IA génératives, sur l'intégration des outils d'IA générative au sein de petites structures. C'est le cœur de métier et c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais que le profil, lié à l'IA est plus associé à la programmation à l'heure actuelle que les mathématiques. D'accord? Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que ça soulève le questionnement sur l'éthique. Alors ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir qui est un petit peu en dehors de la formation, mais ça soulève des questions quant à nos usages de l'IA. Est-ce qu'on n'abuse pas? Est-ce qu'on ne va pas trop vite? Et en réalité, tous ces questionnements, créent de l'emploi, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des IA de surveillance qui vont se développer, donc on va avoir besoin de data scientists, de data engineer et tout ça pour, répondre à ces questions, voilà. Donc en réalité, ça crée de l'emploi, ces questions. Et je terminerai à propos des IA génératives en vous disant: formez-vous. Et aujourd'hui, c'est capital de s'adapter à l'arrivée des IA génératives et donc de se former. Pourquoi? De un, parce que comme je vous l'ai dit, l'arrivée des IA génératives ont créé, des contrats, des types de contrats et des projets qui n'existaient pas avant. De 2, dans tous les cas, utiliser ces outils, ça vous permet d'automatiser énormément de tâches et donc de gagner beaucoup de temps.
Et de 3, ça vous permet également de travailler sur votre communication. D'accord? Vous voulez faire des posts LinkedIn, vous voulez faire ci, vous voulez faire une diapo, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser ces outils pour vous aider et vous faire gagner énormément de temps. Et le temps, c'est de l'argent. N'oubliez pas, c'est important, enfin, c'est peut être ridicule de le dire, mais c'est capital de gagner, du temps et je trouve ça vraiment dommage, les gens qui sont réfractaires à ces outils. D'autant plus les gens qui travaillent dans l'IA ou dans la tech et qui sont, totalement réfractaires à ces outils-là. C'est quelque chose que je comprends pas trop et je pense que c'est important de s'adapter et donc de se former à ces outils. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Ok, merci. On peut pas trop dépasser en temps. Yes, non, on est bon. Du coup, merci Morgane. Donc, si vous avez des questions pour Morgane, vous pouvez les poser sur le chat en haut à droite de votre écran. Je pourrai aller lire les questions et les proposer pour Morgane. Moi, j'en ai une pour toi. Oui, Donc, on a parlé des modèles LLM, donc des IA génératives, en fin de présentation. Aujourd'hui, il y a une grosse problématique sur cette thématique-là, c'est d'arriver à suivre le mouvement. mmh. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, à quelqu'un qui veut se former à l'IA ou qui veut faire partie, qui veut prendre le train? euh, Qu'est-ce que tu conseillerais pour arriver à suivre un petit peu tout ce qui se passe? Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour faire de la veille sur ces sujets-là? Sachant que bah, il se passe des trucs à peu près toutes les heures de la journée ou de la nuit et que ça va extrêmement vite. Donc arriver à suivre, voilà. Comment tu fais de ton côté pour suivre tout ça? Alors, quelqu'un qui part on va dire, du niveau vraiment zéro, qui n'a aucune connaissance en IA générative, en modèle LLM, moi je conseillerais vraiment comme je l'ai dit, de se former initialement pour comprendre les concepts qu'il y a derrière. C'est vraiment très, très, très important et les usages aussi. Comment utiliser, les IA génératives. Ça, on va dire, si vraiment on part il y a peu de connaissances en LLM, surtout parce que même si on a quelques connaissances en IA, le cas LLM, c'est des méthodes et des modèles très particuliers, qui sont très différents des modèles numériques à l'heure actuelle. Enfin des données classiques, des, data classiques. Ensuite, pour être à jour, eh bien, ça passe par les réseaux, ça passe par les blogs, ça passe par tout type d'articles. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant quand même, on a un outil qui est très puissant, c'est LinkedIn, qui avec énormément de gens qui postent. Bon, ça demande de filtrer un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont survendues pour attirer le clic et tout, évidemment. Mais ça, c'est un outil très puissant. De lire des blogs de spécialistes, ou pas, qui expliquent, les différentes avancées. On peut également s'inscrire sur des newsletters. Il y a de plus en plus de newsletters avec des gens qui postent, qui envoient des mails tous les jours pour expliquer les innovations et tout. Mais quoi qu'il arrive et je pense que c'est pas vrai que enfin, ça s'est accéléré avec le LLM, mais c'était vrai dans l'IA au sens large. Je pense que enfin, moi, c'est dans mes habitudes de tous les jours, première tâche que je fais, c'est de lire des choses sur l'IA. C'est capital. C'est que ce soit en termes de méthodo techniques, que ce soit technique, technologique ou théorique, c'est capital une fois par jour, de prendre un temps pour lire tout ce qui se fait, toutes les nouveautés, des choses comme ça. Et tu aurais un, Voilà. un endroit que tu préfères pour aller justement te renseigner, peut-être un site en particulier, quelques sites où on peut trouver de l'info fiable, vraiment, ça c'est important aussi d'avoir de l'info fiable parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on Alors, tout ce qu'on peut trouver sur Internet, une fois sur deux, ça reste quand même des infos, des infos à prendre largement avec des pincettes. heu malheureusement, enfin malheureusement, le seul moyen de connaître, de savoir si une info est fiable aujourd'hui, je dirais, c'est par rapport au retour de la communauté, les commentaires qu'il y a eu, les likes qu'il y a eu et tout. Parce que, par exemple, je pourrais citer, quelque chose que j'aime bien qui est, Medium tout particulièrement Towards Data Science. Le problème, c'est que comme c'est des articles où les auteurs sont rémunérés au nombre de clics et tout ça, ça arrive fréquemment que je clique sur un article et en fait, bon, c'est juste un article à clic, il y a pas le fond derrière est pas abouti.
Et ce qui est très intéressant typiquement sur ce site-là, c'est qu'on peut suivre des auteurs et donc les articles des auteurs en question reviennent et ça, c'est intéressant. Après, sinon, il y a des pages, assez connues sur LinkedIn, je pourrais mettre la liste des gens que je suis, dans le chat. Il y en a plusieurs qui postent des choses intéressantes, sur l'IA. Mais après vraiment un site fiable où les sources sont fondées et tout, ce serait un petit peu enfin, je voudrais pas m'avancer quand même. Malheureusement, il y a un filtre à faire parce que, Ok. enfin, c'est une non-réponse, je suis désolé, mais c'est vrai que, le nombre de fois où je clique sur un article et en fait je fais: «Ah OK, d'accord», ça arrive, fréquemment et c'est le problème des réseaux à l'heure actuelle, quoi. C'est que les gens cherchent, pouce au clic, quoi. Et du coup, on a une question de Karine qui nous dit qu'elle est dev backend en Python et qu'elle aimerait bien se Mmh. positionner comme spécialiste en interaction DB-SQL tout en gardant un pied dans le développement. Donc un peu entre mi-chemin entre dev web et data engineer. Est-ce que cela te paraît une bonne idée? Est-ce que ça te paraît porteur comme choix de carrière? Je Ouais, je pense, ouais. Je pense, dans tous les cas, tout ce qui touche au data engineer, est très, très porteur. Aujourd'hui, c'est de le p les 2 postes les plus recrutés, c'est MLOps, Data Engineer aujourd'hui, clairement. Hem En plus intégrer cet aspect, dev, c'est-à-dire que peut-être que d'un point de vue programmation pure sur les projets, on te demandera de faire que du data engineering, d'accord? Que de la gestion de base de données. Mais le fait que tu aies des connaissances en dev back, tu vas savoir comment, organiser la base de données pour être exploitée au mieux. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce que c'est vraiment la problématique d'une bonne base de données, c'est, la logique qu'il y a derrière. Est-ce qu'elle est fonctionnelle et exploitable, le plus rapidement et le plus simplement possible aussi? Donc oui, je pense que vraiment c'est porteur, ouais, Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Je vois Karine qui est en train de te répondre. qui est en train de répondre. Euh, donc Avec plaisir. pour discuter un petit peu des modèles LLM, de notre côté, donc Morgane, on a prévu de faire un second webinaire dans 2 semaines. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus des sujets que tu as abordés justement sur cette partie-là, parce que ça fait partie vraiment du sujet qui est ultra représenté en ce moment sur les réseaux. Tout le monde en parle et bien sûr c'est normal hein, puisque c'est entre autres les LLM qui ont réussi, qui ont permis aujourd'hui de faire des bons gigantesques dans l'intelligence artificielle telle qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner envie de venir t'écouter dans 2 semaines? Bien dans 2 semaines, oui, donc je parlerai des modèles de LLM. Alors on partira de l'aspect un petit peu théorique, sur, comment on se construit un modèle LLM. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que c'est, le fine tuning? Qu'est-ce que c'est l'embedding, la vectorisation et tout ça? Comment on transforme du texte en valeur numérique? Alors attention, on n'ira pas du tout, dans l'aspect mathématique, ça restera, très, 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 sur une approche très schématique, d'accord? Et ensuite, bah, quelles sont les applications, aujourd'hui de ces modèles LLM? Quels sont leurs intérêts? Qui est-ce qui les départage aussi, les différents types de modèles? Et enfin, comment on évoquera, comment l'impact que ces IA ont et l'impact que ça aura, sur le long terme, selon moi. Ok. Ok, donc du coup, bah, Karine qui envoie 2 profils à suivre sur LinkedIn si on s'intéresse à l'IA, donc Willis Nana et Ouais, Kevin Rossamon Prombo oui, à suivre. Je ne les connaissais pas, je vais donc aller, je vais donc aller voir ça. et de suite les follow. Exactement, mais bien sûr, on peut suivre aussi Morgane Godard hein, pour, Eh oui, pour être tenu informé de tout ce qui se et passe dans ou le petit monde, tout ce qui petit monde. se tout ce qui se passe, surtout que, il y a également alors je vais vous partager de suite également le profil bon, là on est sur un profil très, 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 très connu de l'IA, hop, qui est Steve Nouri.
très, très, très connu et normalement en plus, sans trop m'avancer, d'ici quelques semaines, vous devrez voir apparaître des tutos, vidéo, liés à l'IA, pour les débutants, où il y aura pas de code, il y a pas de maths, enfin très, très, très peu et l'idée ce sera vraiment d'expliquer, les principes fondamentaux liés à la data et l'IA de manière, simple et vulgarisée. Bah, tu fais bien, Je cherche tu fais bien d'en parler. Tu rebondis sur la question que j'avais en tête. Aujourd'hui, je suis débutant dans le milieu de l'intelligence artificielle. Voilà, je m'intéresse au sujet. J'ai peut-être envie de faire une reconversion ou alors tout simplement de comprendre le sujet, parce que c'est quand même important de bien comprendre les enjeux qui se cachent derrière l'intelligence artificielle, même si on n'a pas décidé de faire data scientist ou data engineer à son tour. Euh, Qu'est-ce mmh. que tu conseillerais, par quoi tu conseillerais de commencer aujourd'hui? Voilà, j'y connais strictement rien, je suis purement débutant. Par quel bout je dois prendre le problème pour aller commencer à me renseigner, à chercher peut-être à faire des petits programmes moi-même sur le sujet ou à développer avec du LLM par exemple. Qu'est-ce que tu conseillerais pour commencer? Bah, déjà, ce serait de partir sur, le cœur, même, un des cœurs même du métier qui est selon moi, la programmation. Si on part vraiment de 0, ce serait de faire des remises à niveau, comme il en existe, comme, bah, enfin, voilà, pour prêcher un peu pour notre paroisse, qu'on propose un petit peu dans le centre de formation. Afin de mettre un pied vraiment sur les langages de programmation. Alors aujourd'hui, le langage de programmation très, très majoritaire, c'est Python, clairement, dans l'IA et même dans les LLM, hein. C'est vraiment le langage dominant. Il y a un petit peu de R, mais là, ça y est, enfin, ça commence totalement à être mangé par Python. Donc apprendre à faire cette initiation Python. Pourquoi? Déjà, bah, pour apprendre, Python, ce qui est capital et de 2 aussi surtout, voir si on aime ça et parce que c'est pas évident entre l'image qu'on a de l'IA, de se dire: «Waouh, ça a l'air incroyable comme, métier et tout ça, waouh, les apprentissages automatisés et tout» et la réalité qui est de se prendre la tête sur un code, des choses comme ça, elle peut parfois être tout autre. Mais ça peut être très bien de refaire une mise à niveau et du coup, suite à cette mise au niveau-là et d'avoir fait un petit peu de programmation, d'aller coder, de profiter justement de Kaggle. Je vais peut-être vous mettre le lien pour ceux qui ne connaissent pas Kaggle. Et de profiter des bases de données mises à disposition gratuitement par Kaggle pour commencer à faire ses propres analyses, faire des trucs, tester, coder, machin, faire des petits codes et tout. Ensuite, potentiellement faire la même chose si jamais vraiment on n'a plus les connaissances statistiques de base, faire, une remise à niveau en statistique qui peut être important pour comprendre les concepts de base qu'il y a derrière l'intelligence artificielle et une fois qu'on a, bah, ces 2 socles, on peut partir sur des formations un petit peu plus avancées. D'abord, première étape, les formations en machine learning. Rappelez-vous le cercle bleu que j'ai montré, le premier cercle, c'est le machine learning et ensuite les formations deep learning et on avance comme ça, au fur et à mesure. Ok. Voilà, c'est ce que je conseillerais. Petite question de Nabil cette fois. Donc, il est dev full stack et il a envie de s'orienter dans l'IA tout en restant dev. Donc, il a déjà en bagage un projet perso où il a implémenté un chatbot sur AWS. Est-ce un bon moyen, entre parenthèses, les projets perso, de gagner en compétences pour pouvoir prétendre à répondre à des enjeux IA auprès des clients? Et si oui, je peux peut-être compléter la question. Si oui, quel type de projet perso peut-être pour mettre en avant ses compétences auprès des clients ou Heu des recruteurs. Oui, oui, oui. Alors c'est un très, 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 très bon moyen, les projets perso, pour mettre ses compétences en avant, selon moi. Il faut pas hésiter à en faire. Comment? Après les projets, perso, eh bien, il faut pas, malheureusement pas faire que ce qu'on aime. C'est voilà. Il faut choisir aussi des projets qui sont en lien avec, soit les postes qu'on veut intégrer ou la spécialisation qu'on veut prendre dans le cœur de l'IA. Bon, là, tu l'as très bien fait avec, un modèle de LLM, par exemple. Hem, Maintenant, le seul défaut que je vois
petit projet perso, c'est si on se lance vraiment sans forcément avoir d'accompagnement ou certaines bases, on peut, intégrer des erreurs et des «mauvaises habitudes» entre guillemets et qui sont, potentiellement identifiées et identifiables par des recruteurs. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose que je conseille les projets perso. Vraiment, surtout quand on a du temps. En général, on le fait par plaisir, même si on choisit un projet, su un petit peu compliqué et tout, en général, on prend plaisir à le faire parce qu'il est perso et que personne nous l'impose. Mais oui, c'est un très bonne habitude, surtout que comme je disais, ça peut quelque chose c'est quelque chose qui peut vraiment être vendu, sur Git, des choses comme ça, sur des repositories publics et vous pouvez le mettre en avant sur vos profils, sur votre LinkedIn, des choses comme ça. Et c'est des choses que les recruteurs vont voir aussi et regarder. Ouais, et je peux même rebondir un petit peu sur ce que tu dis et la question. Je pense qu'effectivement, c'est important de se pencher pas sur ce qu'on aime faire, mais sur les sujets qui sont abordés en ce moment, c'est-à-dire, comme tu l'as présenté, la santé, l'écologie et la finance. Mmh, Pour le coup, enfin, nous, tout à fait. on le voit du côté du studio. Tous les, Toutes les personnes qui viennent nous voir pour discuter avec nous d'intelligence artificielle, elles sont globalement tout le temps dans ces trois branches-là. C'est assez rare qu'on en sorte. Il y a un petit peu aussi la legal tech qui se penche sur le sujet. Donc legal tech, tout ce qui est avocat, expert comptable, etc. Euh, donc si tes projets perso portent sur ces thématiques-là, ça sera d'autant plus facile après de trouver des clients puisque tu auras déjà des exemples extrêmement concrets sur leurs problématiques à eux. Mmh. Euh, Petite question de Tom qui du coup nous parle des outils no code en disant que c'est un sujet aussi de l'année 2024. Donc effectivement Mmh. c'est aussi le gros sujet 2024 puisque c'est un des thèmes Le du prochain prochain webinaire. webinaire de jeudi où on parlera de tous les outils no-code qui existent. Donc, est-ce que du coup le no-code c'est un complément avec l'IA? Est-ce que ça a rien à voir? Est-ce que c'est possible d'intégrer OpenAI dans un workflow N8N ou Make pour après faire du traitement de data? Est-ce que au final, voilà, est-ce que N8N et Make par exemple c'est utilisé en data science ou alors ça reste utilisé uniquement pour ceux qui souhaitent automatiser des process ou créer des petits outils pour intégrer l'IA. Est-ce que tu as déjà vu ça toi? Non, non, alors c'est de plus en plus utilisé. Ça a mis un petit peu plus de temps que dans le dev, pur, dans le dev web ou l'application, mais ça commence de plus en plus, à se faire, d'utiliser les outils no code. Hem Après, le problème en général des outils, de certains outils no code, c'est qu'on va pas avoir enfin, on va moins avoir la main sur ce qui est différenciant dans les approches LLM qui est le fine tuning, c'est-à-dire notre capacité à adapter le modèle d'apprentissage sur nos données. Si on utilise certains outils, no code où tout est trop automatisé, ça peut limiter cet aspect-là. Mais sinon, pour ce qui est de vraiment make et de faire des connexions automatisées, tout ça, non, ça commence vraiment à être exploité dans l'IA. Et je pense que c'est comme tous les outils. Alors, il y en a qui sont totalement réfractaires parce que voilà, le no-code, les puristes de la programmation et tout. Mais moi, je pense que vraiment, c'est un complément. Et je pense que Ambre le confirmera jeudi, je pense. Mais je pense que ça peut être un vrai complément et un vrai plus, tout comme les IA génératives le sont dans le domaine de l'IA pour nous aider. Mhm. Ouais, je confirme Comme disait pour le côté complément. C'est vrai qu'après il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec ces outils-là, comme tu l'as dit, hein, mmh. l'embending ou le fine-tuning. Et on parlera plus en détail du coup de ces sujets-là quand on fera le webinaire sur les modèles LLM. Euh, mais oui, de toute façon, c'est des sujets sur lesquels il faut se pencher. C'est pas pour rien qu'on va en parler nous aussi prochainement. Bah, du coup, l'occasion pour moi hein, de rappeler que donc c'est bientôt la fin de ce premier webinaire et qui du coup le prochain c'est jeudi. Voilà,
pendant les 4 prochaines semaines, on fait un webinaire le mardi à 12h30 et un webinaire le jeudi à 12h30, donc toujours sur le Discord d'Inoasis, où on va parler de plein de sujets autour de la tech, donc des sujets IA avec Morgan, des sujets no code et des sujets un peu plus startup. Donc voilà comment monter son projet tech avec une startup, comment aller trouver des financements, comment pitcher son projet, quel outil on peut utiliser pour créer son premier prototype, son MVP. Voilà, on va aborder un petit peu tous ces sujets-là. Bien sûr, je vous tiendrai au courant par mail. Et sur le Ouais, Discord, bien question évidemment. de Ouais, question de Mickaël, j'évoquais une question de Michael et ça et je suis en train sera d'y répondre, probablement la dernière du coup. Donc pour faire de l'IA, il faut de la data. Ça, jusque-là, on est tous d'accord. ouais. Sur un projet perso, difficile de mettre la main sur une grosse base de données. Médical pour expérimenter et apprendre. Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour répondre à ce problème-là? Je mets le lien, je vous mets le lien à tous là du Kaggle que j'ai Ok. évoqué. Donc si vous allez, Kaggle, si vous allez sur la page, il y a plusieurs onglets qui sont intéressants, notamment Datasets, où en fait Kaggle met à disposition gratuitement une grosse quantité de bases de données, de thématiques différentes. D'accord? C'est les entreprises, les laboratoires, enfin Google, plein de sociétés qui mettent à disposition des bases de données gratuitement. Pourquoi est-ce qu'ils mettent à disposition ces bases de données gratuitement? Parce que vous avez l'onglet en réalité compétition, où vous allez voir certaines compétitions où il y a un prix qui est affiché en dessous et en fait c'est la somme que vous pouvez gagner en étant bien classé sur la compétition, en question. En réalité, ce qu'ils ont mis en place, c'est que les entreprises, pour une entreprise, avoir une équipe complète d'IA, ça coûte, de personnes qui travaillent dans l'IA, ça coûte excessivement cher. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent gratuitement à disposition leur base de données, avec un prix pour ceux qui finissent dans les meilleurs et bah, comme ça, si vous trouvez une solution, eux, ça les arrange parce que ça leur fait gagner du temps, ça leur fait gagner du temps sur la R&D et de l'argent et en plus de ça, derrière, ils peuvent exploiter votre code parce que ça fait partie des contraintes Kaggle. Mais vous, ça vous permet d'accéder, à plein de types de données, notamment sur le médical. Il y a plein de données sur le médical. Pendant un temps, il y a un projet dont on a beaucoup parlé dans le média, c'était la reconnaissance de l'infection Covid, par imagerie médicale automatisée et en fait, c'est un concours Kaggle et ceux qui ont gagné, c'est eux après qui ont intégré l'entreprise, pour réussir à faire ça. Et en fait, si vous allez sur Kaggle, il y a une grande quantité de données, associées à différentes thématiques. Le sport, le médical, le LLM, plein de données de LLM, l'imagerie, le trading, tout ce que vous voulez. Et en général, c'est des bases de données, très, conséquentes et réelles surtout. C'est ça qui est intéressant. Et il y a des bases de données bac à sable pour ceux qui veulent débuter avec, les fameuses données Titanic, prix des maisons et tout, qui sont connues pour ceux qui font des formations. Ok, top. Voilà. Top. Bah écoute, merci Mickaël pour la question et merci Morgane pour tes Mmh. réponses. Merci à tous ceux qui sont passés par là. Le replay sera disponible bien évidemment sur YouTube. On va pas perdre ce petit moment-là passé ensemble, si jamais vous avez loupé le départ. Et bien écoutez, on se dit à jeudi pour ceux qui sont intéressés par le no-code, justement, où on discutera de l'ensemble des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui et comment les utiliser et pourquoi les utiliser. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on irait faire de la transition entre le code et le no-code. Morgane, merci à toi, Merci. merci à vous, Merci tout le monde. à Merci, bientôt. merci d'être venu. Merci l'ami et bonne Et je journée. remets la musique. Ciao, ciao.